Ça marche? Oui. Voilà. Bonsoir. Donc, l'ambassadeur Bernard Valero ne peut pas être des nôtres ce soir, donc il m'a demandé de le représenter pour vous souhaiter la bienvenue pour ce mardi de la Villa, pour ce nouveau mardi de la Villa. Et si mes informations sont justes, c'est déjà notre 7e rendez-vous avec vous, notre 7e fois que nous accueillons le programme. Ah non, certainement pas. Non. Le programme WAFA, et nous sommes toujours très heureux de vous accueillir, vous et votre public, pour ces conférences de très haut niveau que vous nous proposez. Alors, bien sûr, la question palestinienne est au cœur des préoccupations de tous les gens qui s'intéressent au bassin méditerranéen. Donc, nous sommes heureux ce soir de consacrer cette soirée à cette question. Ce n'est pas la première fois que nous abordons la question palestinienne à la Villa Méditerranée. Nous avions reçu en juin dernier le groupe d'Aix avec le professeur Benayoun, qui, vous savez, rassemble économistes palestiniens, israéliens et autres pour parler des aspects économiques de la reconstruction économique de la question israélo-palestinienne. Nous avions reçu il y a quelques mois, à la fin de l'année dernière, Stéphane Boussois, qui nous avait parlé des questions de sécurité vues en Israël. Donc, les questions palestiniennes sont bien évidemment au cœur de nos préoccupations, comme elles sont malheureusement omniprésentes dans les questions géopolitiques dans le bassin méditerranéen. Je ne vais pas parler plus longtemps et je ne vais pas présenter les intervenants de ce soir parce que vous le ferez beaucoup mieux que moi. Je voudrais juste vous donner quelques éléments d'information sur ce qui se passe à la Villa en ce moment. Si l'ambassadeur Valero n'est pas là avec nous ce soir, c'est parce qu'il est encore retenu en bas dans l'agora au sous-sol par l'inauguration d'une exposition que je vous invite très vivement à aller visiter, vous, vos amis, vos enfants, et surtout vos enfants et vos petits-enfants, vos neveux et petits-neveux. C'est une exposition qui est très intéressante pour les adultes, qui l'est aussi pour les enfants, et qui ne parle pas de problèmes géopolitiques, mais qui parle d'un autre type de problème auquel nous sommes tous confrontés dans le bassin méditerranéen, les questions environnementales. C'est une question qui parle des déchets en mer, la mer destination finale, avec un point d'interrogation. C'est une exposition didactique très bien faite et qui, je crois, nous concerne tous, tout et chacun dans notre vie quotidienne. Donc vraiment, je vous invite à aller voir cette exposition qui sera ouverte au public à partir de demain et jusqu'à la fin du mois d'avril. Parmi les rendez-vous de la Villa, alors nous aurons un mardi exceptionnel demain qui sera un mercredi, mais bon, il faut bien qu'on innove aussi. Donc demain, nous reviendrons sur les questions d'urbanisme avec Thierry Paco, que nous avions déjà reçu il y a un mois et qui sera cette fois-ci accompagné d'Alberto Magnani, architecte et urbaniste. Et l'intitulé de leur conférence, que je ne trouve plus, c'est voilà, pardon, la biorégion urbaine. C'est tout un programme, de même que le titre de Thierry Paco, pour ceux qui ne connaissent pas, Rhapsode des villes, est aussi tout un programme. Pour ceux qui ne l'ont pas encore entendu, je ne saurais trop vous encourager à venir l'écouter demain. C'est une véritable rhapsodie qu'il nous offrira. Et puis nous vous retrouverons pour un 8e mardi des rendez-vous WAFA, très prochainement, le mardi 8 mars, et nous parlerons d'Algérie. Alors, je disais que la Villa s'intéresse à la Palestine, mais elle s'intéresse bien évidemment aussi beaucoup à l'Algérie, et c'est un peu un concours de circonstances. Nous avons, au mois de mars, un certain nombre de rendez-vous sur l'Algérie. Donc, déjà le 3 mars, c'est-à-dire après-demain, nous avons une conférence organisée par CGPME 13 sur France-Algérie du business à portée de main. Parmi les participants, il y aura notamment Madame Samia Ghali, sénatrice maire de Marseille. Et nous nous retrouverons donc après avec vous le 8 mars pour parler de la sécurité à l'économie, l'Algérie face à ses échéances. Et le 15 mars, nous aurons un autre mardi de la Villa qui sera consacré à la coopération économique franco-algérienne. Quelle perspective, avec Jean-Louis Levé, haut responsable à la coopération industrielle et technologique franco-algérienne. Voilà, donc ça c'est pour l'Algérie. Je vous ai parlé des problèmes environnementaux, je vous ai parlé des problèmes géopolitiques, ou plus exactement c'est vous qui allez nous en parler ce soir. Heureusement, à la Villa, on ne parle pas que de problèmes, on a aussi des moments un peu plus détendus et nous allons cette année avoir la chance d'accueillir à la Villa en partie le festival Mars en baroque.
Et nous commençons par un concert qui sera donné samedi soir, ici, c'est ça, avec un chœur corse. Je vous invite vivement à venir à 20h à ce concert. Voilà, et puis je ne vous dis pas le reste, d'abord parce que mes papiers sont en désordre, et puis ensuite parce que si je vous donne trop d'informations, vous allez tout oublier. Donc le principal, c'est nos invités de ce soir. Merci d'être là, et je vous cède sans plus tarder la parole. Merci. Merci à vous, et permettez-moi, en vous remerciant, de remercier la Villa pour son accueil, pour cette possibilité qui nous est donnée offerte, qui est pour la 8e fois, donc hein, on a bien compté ensemble. 7e ce soir. 7e ce soir, 8e le 8 mars, c'est magnifique, d'échanger avec vous, puisque vous savez que pour ceux qui sont à la tribune, l'intérêt, c'est pas seulement d'entendre le son de leur propre voix, mais c'est aussi ensuite d'échanger avec la salle sur un sujet dont vous savez tous à quel point il est simple et limpide, la question israélo-palestinienne, et que nous avons choisi, pour simplifier encore un peu plus, d'aborder par un prisme particulier, qui est celui de ce qu'on appelle, alors des fois on fait la grimace, d'autres fois on sourit, mais on emploie quand même l'expression, le printemps arabe. Donc nous n'allons pas simplement mettre à jour nos connaissances sur la problématique du conflit israélo-arabe, nous allons voir comment ont interagi deux dynamiques politiques majeures, le conflit israélo-arabe et puis ces dynamiques qui ont contribué à renouveler une partie du paysage politique à la suite de la mise en cause de rapports de force à partir de 2011. Et vous connaissez la chronologie, je n'y reviens pas. Et évidemment, c'est ce changement structurel révolutionnaire et puis à certains égards contre-révolutionnaire après qui a traversé toute la région, on va se demander comment il a été vu, comment il a été vécu, comment il a été capitalisé par les acteurs de ce conflit israélo-arabe. Si on commence par les Palestiniens, on va dire les Palestiniens, quand ils ont vu chez leurs voisins des rapports de force évoluer au point que des pouvoirs solidement installés chancelaient, comment ils ont vécu cela ? Et immédiatement, et je vole cette image à l'un des conférenciers qui m'en voudra, je le sais, mais tant pis, quand on est palestinien, on n'a pas un régime au-dessus de soi. On n'a pas deux régimes, on en a trois. Selon que l'on est directement sous la tutelle de l'autorité palestinienne à Ramallah, selon que l'on est dans un territoire où cette autorité est contestée à Gaza. Et de toutes les façons, on a des pouvoirs dont on sait qu'ils ont une capacité d'initiative limitée et qu'il y a au-dessus le pouvoir israélien. Donc vous voyez bien déjà que la problématique de Sha'ab yurid isqat el-nidam, le peuple veut faire tomber le régime, elle a une sonorité très particulière si on veut la transposer mécaniquement dans le contexte palestinien. Pour les Palestiniens, la question se posait de savoir quel parti on prend. Est-ce qu'on va être pour Ben Ali ou pour les révolutionnaires ? Est-ce qu'on va être contre Moubarak ou avec ceux qui le renversent ? Est-ce que dans les élections égyptiennes, on va être avec Morsi ou plutôt avec son adversaire ? Et bien sûr, dans le conflit syrien, est-ce qu'on va prendre le risque de s'allier à ceux qui veulent renverser un pouvoir qui était celui qui nous était peut-être le moins hostile dans la région ? Et les Palestiniens, Nicolas nous le redira tout à l'heure, ont une expérience douloureuse de ces déchirures internes au tissu politique arabe. Chaque fois qu'ils ont pris un parti dans un conflit interarabe, il suffisait qu'ils aient choisi le mauvais camp et après la note était très lourde. Et on se souvient bien sûr de la première guerre du Golfe, de toutes les tensions internes au monde arabe. Les Palestiniens ont été des chambres d'écho de ces déchirures et souvent ils se retrouvaient après les conflits. Donc ça, c'est toute une problématique. Si je suis le Hamas et que je sais que je suis soutenu par l'Iran et par Bachar el-Assad, mais que quand même j'ai en moi un potentiel révolutionnaire de lutte contre un pouvoir oppresseur, quel camp vais-je choisir ? Et on verra la complexité de ces problématiques qu'ont traversées les Palestiniens. Bien sûr, même si ce n'est pas au centre de ce qu'on dira ce soir, comment les Israéliens devaient-ils anticiper, pouvaient-ils, comment devaient-ils lire ce renouvellement de l'ancrage des pouvoirs dans la région où ils sont insérés. Donc vous voyez que le prisme par lequel on aborde le conflit israélo-arabe pour mettre nos informations à jour
est extrêmement complexe. Et il y a encore d'autres questions qu'on abordera peut-être dans le débat. Alors pour nous parler de ça, nous avons le plaisir d'avoir 2 chercheurs qui arrivent de cette région. Je pense que simplement en les regardant bien, vous savez lequel des 2 a passé une nuit complètement blanche et n'est pas totalement remis. Ça se voit à sa coupe de cheveux. Donc il est parti d'Amman hier soir, de Beyrouth, pardon. Et vous voyez celui qui a pris le temps de se reposer, qui est parti d'Amman et qui a l'air beaucoup plus frais. Tous 2 évoluent dans le cadre, à des titres divers, dans le cadre de l'Institut français du Proche-Orient. Tous 2 sont associés à ce programme européen qui essaye de clarifier les mécanismes qui font que l'autoritarisme s'affaiblit ou ne s'affaiblit pas tant que ça dans cette région du monde. Nicolas Dodepouillard est l'auteur d'une thèse passionnante. Nicolas Dodepouillard est un spécialiste des gauches arabes, mais il les a étudiés dans leur capacité à établir des relations avec l'extrême opposé du spectre politique arabe, et il a fait une thèse qui illustre ces mécanismes complexes par lesquels les gauches sont arrivées à se mettre à communiquer avec ce qui était l'alter ego opposé, les courants islamistes. Vous pouvez notamment lire de lui récemment un ouvrage paru coécrit à la découverte sur le compartiment du paysage politique palestinien qui est sans doute le moins connu, le moins rationalisé dans l'opinion publique française, qui est le mouvement du djihad islamique. Et puis, vous pouvez le googler. Maintenant, on n'a plus besoin de vous lire les bibliographies des gens. Nicolas, vous le retrouverez très souvent sur Google. Et son jeune voisin, Xavier Guignard, est en train d'achever une thèse sur la construction du système politique palestinien, sur la construction du pouvoir palestinien. Il a d'autres cordes à son arc. Il a enseigné à l'IEP de Paris. Il est un acteur très actif d'un jeune think tank dynamique qui s'appelle Noria, dont vous retrouverez la trace très facilement sur la grande toile. Voilà, je leur laisse la parole pour 30 minutes chacun, et puis tout de suite après, nous aurons le plaisir de leur en demander davantage. Donc, merci François, merci à la Villa Méditerranée également pour cette invitation. Bon, le titre de cette conférence c'était « La Palestine dans l'ombre des printemps arabes », un titre qui n'est pas si mal choisi parce qu'effectivement la Palestine c'est pas ce qui a fait l'actualité centrale sur le monde arabe depuis 2011, c'est-à-dire depuis la chute de Ben Ali, avec tous ces processus de soulèvement qui se sont transformés après pour certains en guerre civile, pour certains en contre-révolution, pour certains en redressement autoritaire. La Palestine est restée dans l'ombre, mais néanmoins elle était présente. Elle était présente pour les Palestiniens, je dirais, avec leurs propres problématiques, parce que les Palestiniens n'ont pas d'État, ils ne demandent pas au sens propre la chute d'un régime, il n'y a pas eu de manifestation pour demander la chute d'un régime, même si, comme Xavier l'expliquera, il y a effectivement une autorité nationale palestinienne avec certains caractères autoritaires. En l'occurrence, les Palestiniens ont, pendant toute cette période, qui était une période, je rappelle, les années 2011, 2012, 2013, 2014, jusqu'à maintenant, pour les Palestiniens, c'est aussi les années de la colonisation continue, les années de l'occupation continue, les années de 2 guerres israéliennes sur la bande de Gaza en 2012 et à l'été 2014. Donc ce sont aussi des années extrêmement, je dirais, dures, violentes, marquées par un conflit très marqué. Et malgré tout, les Palestiniens, en 2011 en tout cas, ont essayé d'une certaine manière de traduire les soulèvements arabes et de traduire les aspirations révolutionnaires arabes avec leurs propres mots, avec une manifestation en mars 2011 qui était effectivement une manifestation pour l'unité nationale ou pour la réconciliation nationale entre le Fatah et le Hamas. C'était une des manières pour les Palestiniens, en tout cas pour les Palestiniens des territoires, de traduire les mouvements révolutionnaires avec leurs propres mots, avec des manifestations, on l'a un peu oublié aujourd'hui également, en mai 2011, au sud Liban, avec des Palestiniens qui manifestaient pour le droit au retour, qui ont manifesté notamment à la frontière de Maroun el-Ras. Donc il y a eu à l'époque des manifestations, mais qui effectivement n'étaient pas avec un slogan qu'on retrouvait par exemple à Tunis ou en Égypte. Bon, donc en ce qui me concerne, moi je ferai surtout je ne pourrais pas m'attacher à toute la question des révolutions arabes et des Palestiniens, je m'attacherai surtout aux partis politiques, il y en a que je traiterai plus que d'autres. Des partis politiques, n'oublions pas qu'ils ne sont pas
seulement actifs dans les territoires, mais qui sont actifs dans l'ensemble des territoires de la Palestine et de la diaspora aussi, hein, c'est-à-dire dans les camps de réfugiés, c'est-à-dire qu'il y a une existence politique palestinienne en Syrie, au Liban. Et je commencerai par le Hamas. Pourquoi je vais commencer par le Hamas et même pourquoi je vais être assez long sur le Hamas, si ça prendra, je pense, la majorité de mon intervention, parce que le Hamas est effectivement l'organisation politique palestinienne qui a, dans un premier temps, je ne dis pas jusqu'à maintenant, dans un premier temps, c'est l'organisation politique palestinienne qui a essayé le plus de parier sur les soulèvements arabes. Un pari qui, dans le raisonnement de Hamas en 2011, était un pari tout à fait logique. Leur pari, c'était quoi? C'était un pari en 3 temps. C'était de dire, premièrement, soulèvement populaire. Deuxièmement, ces soulèvements populaires vont probablement, par la dynamique démocratique, faire arriver des forces proches des frères musulmans ou membres des frères musulmans au pouvoir. En Égypte, en Tunisie, ça s'est réalisé par exemple. Et le rapport de force régionale va nous être beaucoup plus favorable, non seulement pour nous en tant que Hamas, en tant que force régionale, mais également sur la scène politique interne face au Fatah dans les territoires. Donc il y a eu un véritable pari politique de Hamas. Comme je dis, ce n'était pas un pari stupide, parce qu'effectivement, aux élections tunisiennes, le mouvement Ennahda est passé. En Égypte, il y a eu l'élection du président Mohamed Morsi. Il y a eu un soutien en 2011 des forces proches des frères musulmans aux Palestiniens, un soutien qui s'est même matérialisé avec peut-être des choses qui paraissaient symboliques, mais par rapport aux autres gouvernements arabes, c'était plus que symbolique. C'est le ministre des Affaires étrangères tunisien, Rafik Abdeslam, membre du mouvement Ennahda, qui rentre à Gaza alors que la bande de Gaza est elle-même sous le siège, et lorsqu'il rentre en février 2012, la bande de Gaza est sous une attaque militaire. Ce sont plusieurs parlementaires, effectivement, des frères musulmans égyptiens aussi, qui se rendent dans la bande de Gaza, et c'est une politique diplomatique très offensive de la part de Hamas, avec une tournée régionale de Khaled Meshal. Donc Khaled Meshal, c'est le numéro 1 de Hamas, et Khaled Meshal fait une tournée régionale, notamment en juillet 2012. Il va à Tunis. À Tunis, il est reçu pratiquement comme un chef d'État au 9e congrès du mouvement Ennahda en juillet 2012. Il va en Égypte, il est reçu par le président Mohamed Morsi. Donc il y a effectivement, de la part du mouvement Hamas, une véritable diplomatie très active, très offensive, en disant parions sur ces soulèvements arabes, parce que leur dynamique électorale, la traduction électorale des soulèvements arabes va nous profiter politiquement, et va nous profiter politiquement aussi dans le rapport de force interne face au Fatah. À partir de là, va se poser un problème pour le Hamas de plus en plus, pas tout de suite, mais ça va être la question syrienne, comme pour tous les partis politiques palestiniens. Dans un premier temps, lorsqu'éclate le soulèvement syrien, le Hamas, dans un tout premier temps, les tout premiers mois, a un peu une position de recul, n'est pas si éloigné, on l'a oublié aujourd'hui, n'est pas si éloigné de la position de Hezbollah, et les deux travaillent en fait et se rencontrent ensemble et sont plutôt, je dirais, dans les mois de mars, avril, mai, dans une position en train de dire essayons, de par nos liens régionaux, de par nos liens également avec toutes les parties syriennes, essayons de promouvoir une espèce de logique de négociation entre une certaine faction de régime et certaines factions de l'opposition. Ça, c'est un moment qui va être très court, et le Hamas va, comme il a fait le choix des révolutions arabes et des autres soulèvements arabes, il va faire effectivement le choix du soulèvement syrien, avec une rupture extrêmement violente avec le régime de Damas, rupture qui intervient officiellement en février 2012, où Ismaël Haniyeh, donc Premier ministre de Hamas dans la bande de Gaza, prononce un discours incendiaire contre le régime au Caire, à la mosquée El-Azhar, et coupe tous les ponts officiellement avec le régime syrien. La direction du Hamas quitte Damas, et c'est une rupture, je dis, qui est brusque, mais c'est une rupture aussi qui est extrêmement violente et difficile à gérer pour le Hamas, parce que rompre avec Damas, rompre avec le régime syrien, c'est pas rien. Ça veut dire rompre avec le régime qui vous accueillait depuis 1999, époque où la Jordanie avait expulsé le Hamas. Ça veut dire rompre surtout avec ses partenaires palestiniens. Parce que le Hamas, depuis 1993, depuis septembre 1993, le Hamas, c'est un membre fondateur de l'Alliance des forces palestiniennes. Et l'Alliance des forces palestiniennes est composée, dans leur grande majorité, c'est une coalition, elle est composée de partis pro-syriens, elle est composée de partis pro-régime, elle est composée du Front populaire commandement général de Ahmed Jibril, qui est une organisation qui a des liens organiques avec le régime syrien depuis plus de 20 ans, depuis plus de 30 ans. Et quand je dis que c'est difficile, imaginez-vous qu'en mai 1985, le cher Ahmad Yassine, le fondateur de Hamas, en mai 1985,
1985, le Hamas n'existe pas encore. Il va être créé 2 ans après. Mais Ahmad Yassine, c'est le responsable des frères musulmans dans la bande de Gaza. Il est dans les prisons israéliennes. Et c'est le Front populaire commandement général qui le libère par un échange de prisonniers. C'est-à-dire que les liens avec les partis politiques palestiniens proches du régime syrien, les liens du Hamas avec ces partis sont depuis 30 ans des liens très étroits. C'est des liens d'amitié, c'est des réseaux politiques, c'est des réseaux financiers. Je veux dire, le Hamas prend un gros risque politique et rompt effectivement non pas seulement avec un régime, mais aussi avec certains de ses partenaires palestiniens historiques. C'est un engagement qu'il va prendre, et c'est un engagement qu'il va prendre même, je dirais, de manière militaire. Alors il faut savoir qu'officiellement, le Hamas a toujours nié être investi militairement en Syrie. Ses dirigeants ont toujours dit officiellement « nous ne sommes pas investis militairement en Syrie », mais on sait aujourd'hui qu'il y a eu un certain investissement militaire. En juin 2013, il y a un jeune militant de Hamas, Mohamed Rouneita, qui est originaire de la bande de Gaza, qui décède près de Idlib. Il y a une attaque très violente du journal El Akhbar, donc qui est un journal plutôt pro-Hezbollah au Liban. À l'été 2013, le journal El Akhbar sort un dossier en disant « le Hamas a aidé certains militants de l'opposition syrienne à un niveau logistique, notamment dans la construction de tunnels. Il y a la constitution, notamment dans le camp de réfugiés de Yarmouk, près de Damas, d'une brigade avec effectivement beaucoup de membres de Hamas, de membres palestiniens de Syrie du Hamas, qui sont membres de cette brigade qui s'appelle les Kataïf Aknef Beit el-Maqdis, les brigades des contrées de Jérusalem. Donc il y a un engagement qui est aussi, je dirais, militaire, même si le mouvement, certains dirigeants du mouvement, je dirais, par prudence, disent non, officiellement, nous n'avons pas d'engagement militaire en Syrie. Alors, malgré tout, malgré cet engagement qui a été fort, où est-ce qu'on en est maintenant en 2016 ? Le Hamas, finalement, a quand même pris du recul sur cette crise syrienne. C'est un peu, je dirais, a fait une espèce de retraite. Il a fait une retraite politique vis-à-vis, je dirais, même des autres soulèvements arabes, parce qu'il a aussi vu la conjoncture politique se transformer. Le pari qu'il avait fait sur les frères musulmans et le pari qu'il avait fait sur les soulèvements arabes a échoué. Mohamed Morsi a été renversé en juin 2013. Le général Abdel Fattah Sisi est arrivé au pouvoir. Les frères musulmans tunisiens doivent composer avec leur alter ego bourguibiste, ce qui n'est pas non plus facile. Les frères musulmans yéménites, al-Islah, sont engoncés maintenant dans une guerre civile qui ne peuvent pas maîtriser. Je veux dire, le Hamas sait que la conjoncture politique régionale a changé. Il en a parfaitement conscience. Et il y a autre chose, elle a changé au niveau de la région, elle a changé aussi en Syrie. En Syrie, il y a cet événement qui a été quand même un coup dur pour le Hamas. Le 1er avril 2015, l'organisation de l'État islamique pénètre dans le camp de Yarmouk et les militants de Hamas qui combattaient le régime se retrouvent pris entre deux feux, parce que cette fois, ils combattent plus seulement le régime, ils combattent aussi l'organisation de l'État islamique, et la majorité de leurs militants sont par ailleurs obligés de quitter le camp. Donc on a un Hamas finalement dans une situation, que ce soit en Syrie, que ce soit dans les territoires, que ce soit sur la carte régionale, qui est extrêmement difficile. Et l'un des traits, à mon avis, marquants de la période actuelle, je dirais des mois de 2016, c'est de voir, moi, en tout cas, moi, ça m'intéresse. Je pense qu'il faut garder un petit viseur dessus. C'est de voir comment le Hamas, actuellement, a opéré une politique de réconciliation, notamment avec Téhéran. Pas avec Damas. Avec Damas, je pense que c'est terminé. Et le régime lui-même l'a dit. Il n'y aura pas de réconciliation possible avec le Hamas. Ils nous ont trahis. Et le Hamas dit, le régime est un régime qui a massacré les Palestiniens à Yarmouk. C'est hors de question que nous nous réconcilions avec lui. Mais il y a une réconciliation possible avec Téhéran et avec le Hezbollah, ce qui est autre chose. Parce que le Hamas dissocie les dossiers. Concernant la relation avec Téhéran et avec le Hezbollah, juste une précision, les relations n'ont jamais été coupées. Il y a eu beaucoup de bruit en 2012, en 2013, qu'il y avait une coupure des relations. Il n'y a jamais eu de coupure des relations. Les principaux dirigeants du Hamas au Liban ont toujours résidé dans la banlieue sud de Beyrouth, sous protection sécuritaire de Hezbollah. Les journalistes le savent, si vous voulez rencontrer les dirigeants de Hamas, il fallait aller dans la banlieue sud de Beyrouth. Malgré tout, il y a eu un froid qui s'est traduit également par une baisse, je dirais un peu la politique de Téhéran, la carotte et le bâton, c'est-à-dire on va baisser les crédits vis-à-vis de Hamas. Donc il y a eu un froid, mais actuellement on est dans une période, je dirais plutôt de réconciliation. C'est quelque chose auquel il faut faire attention. Ça participe aussi de la diplomatie iranienne. La diplomatie iranienne et aussi la diplomatie de Hezbollah font un pari, c'est de dire on n'a plus beaucoup d'alliés sunnites dans la région. Le Hamas et les Palestiniens, ce sont nos alliés sunnites historiques. C'est un peu notre carte sunnite et il ne faut pas qu'on la perde, même si on a beaucoup de désaccords avec eux. Et février 2016, il y a à peine 2 semaines, délégation du Hamas à Téhéran,
composé de Oussama Hamdan, le responsable des relations extérieures, composé de Mohamed Nasser, composé de Ibrahim Kaddoumi, qui est le représentant du Hamas à Téhéran. Il rencontre le dirigeant des gardiens des forces El-Quds, des gardiens de la Révolution. Il rencontre Ali Shamkhani, qui est dirigeant du Conseil national supérieur de sécurité iranien, c'est-à-dire il rencontre pas seulement le ministère des Affaires étrangères, il rencontre des acteurs sécuritaires iraniens parmi les plus hauts, et c'est un signe, à mon avis, qui ne trompe pas, sur, disons, une relation qu'ils essayent de réchauffer avec Téhéran, ce qui ne veut pas dire qu'ils ne discutent plus du tout avec le Qatar ou avec l'Arabie Saoudite ou avec la Turquie. Ils ont des liens encore très forts avec ces États. Et je ne doute pas qu'à l'avenir, effectivement, en ce qui concerne le Hamas, la situation restera extrêmement difficile, puisque le Hamas va devoir jouer, effectivement, sur plusieurs cartes diplomatiques régionales. Concernant le Fatah, je pense que Xavier vous en parlera bien mieux que moi, parce que le Fatah, c'est quand même le parti de l'autorité nationale palestinienne. Je veux juste souligner quelques éléments. Premièrement, je pense que le Fatah a eu une hostilité initiale vis-à-vis des soulèvements arabes, de par son rapport à l'autorité nationale palestinienne. Je ne développe pas. Deuxièmement, le Fatah a parié sur l'Égypte, pas celle de Morsi, mais celle de Sisi. Il n'est pas insignifiant qu'il y a eu un accord Fatah-Hamas qui a été signé il y a une semaine ou 2 semaines. Cet accord prévoit notamment le retour de la garde présidentielle de Mahmoud Abbas sur les frontières de Rafah avec l'Égypte. L'Égypte ne veut pas discuter avec le Hamas ou veut discuter le moins possible avec le Hamas. Elle veut discuter avec des responsables de l'autorité nationale palestinienne qui sont des responsables de Fatah. Et Fatah, aujourd'hui, parie, comme il l'a fait historiquement, avec l'Égypte et notamment avec les services sécuritaires égyptiens. Troisième élément de Fatah, des relations avec les pays du Golfe qu'il a su préserver. Les pays du Golfe, c'est quand même les pays qui le parrainent depuis 1959, notamment financièrement pour beaucoup. Et quatrième élément, j'ai parlé tout à l'heure d'un peu ce qu'il faut garder dans le viseur et ne pas oublier dans les mois et les années qui viennent. La crise syrienne a eu un effet absolument paradoxal si on connaît l'histoire palestinienne sur un long terme. Le Fatah a opéré un processus, je dirais, de rapprochement, voire même de réconciliation officielle avec le régime de Damas, a réouvert des bureaux de Fatah qui étaient fermés depuis 1983 dans la capitale. 1983, il y a eu la brouille entre Hafez el-Assad et Yasser Arafat. Les bureaux du Fatah ont réouvert. Une image qu'on n'aurait jamais imaginée avant, une image dans le camp de réfugiés pas dans le camp de réfugiés de Yarmouk, à Damas, le 8 janvier 2016, une gigantesque manifestation pour l'anniversaire du Fatah avec 3 portraits, les uns à côté des autres, celui de Yasser Arafat, celui de Mahmoud Abbas et celui de Bachar el-Assad, le tout avec la direction de Fatah en Syrie et les officiels syriens. Il faut garder en tête ce rapprochement avec Damas. Pourquoi ? Il s'agit peut-être d'une question tactique chez le Fatah, peut-être que c'est simplement de profiter du vide, de se dire le Hamas a été affaibli, le Hamas a quitté Damas, donc on profite du vide et ça nous permet un peu d'embêter notre alter ego. Mais il ne faut pas ignorer qu'il y a des tendances aussi historiques dans le Fatah qui sont, je dirais, assez proches du régime syrien depuis quelques années, qui sont représentés dans le Conseil révolutionnaire de Fatah, des gens comme Abbas Zaki, qui a été ambassadeur au Liban, des gens comme Hatem Abdelkader, qui est le responsable du dossier de Jérusalem pour le Fatah. On a certains dirigeants de Fatah qui, depuis 2009, notamment pendant le 6e congrès de Fatah en 2009, disaient déjà à l'époque « il faut se rapprocher de Téhéran, il faut se rapprocher de Damas ». Cette tendance existe aussi aujourd'hui dans le Fatah. Donc j'ai beaucoup insisté sur le Fatah et le Hamas. Si je devais résumer la position très rapidement des autres factions, la gauche palestinienne a eu un engouement pour les révolutions arabes dans un premier temps, un engouement qui s'explique aussi par les liens que la gauche palestinienne avait par exemple avec la gauche tunisienne. Il y a toute une histoire qui est oubliée, l'histoire des combattants de gauche tunisiens au sud Liban avec les troupes de l'OLP dans les années 1980. Je veux dire, il y a des relations pareilles. Je parlais tout à l'heure de relations organiques. Il y a des relations qui sont organiques, il y a des relations d'amitié. Et lorsqu'il y a le soulèvement tunisien, effectivement, on sent notamment dans la gauche palestinienne, au FPLP, au FDLP, au Parti populaire palestinien qui est l'ancien parti communiste, il y a une sympathie pour le mouvement révolutionnaire tunisien et pour le mouvement révolutionnaire égyptien. Mais peu à peu, c'est quelque chose dont on peut discuter, mais peu à peu, je pense que les gauches palestiniennes, dans leur grande majorité, ont, en tout cas sur le conflit syrien, leur position officielle. Ce qui est sur le papier, c'est de dire nous sommes neutres et nous ne devons pas nous ingérer dans des affaires intérieures arabes. Ça, c'est la position officielle. Mais plus ou moins avec la polarisation qu'il y a eu en Syrie, la position des gauches palestiniennes est, ce que je dis est encore une fois caricaturale et peut-être discutée, c'est une position qui est
plus proche du régime, si on prend un axe politique, que de l'opposition. Dernier acteur dont je ne parlerai pas beaucoup, alors que d'habitude j'en parle énormément, puisque j'ai coécrit un livre dessus, c'est le mouvement du djihad islamique en Palestine. Le mouvement du djihad islamique en Palestine s'en est très bien sorti de ces soulèvements arabes d'une manière très surprenante. Je dis d'une manière très surprenante, pourquoi ? Parce que c'est un parti qui est connu pour ses relations très proches avec Téhéran. C'est un parti qui aurait pu être accusé par le Hamas ou par d'autres Palestiniens. On aurait pu l'accuser en lui disant « vous êtes trop proche finalement de la Syrie, vous êtes trop proche de l'Iran », ce qui objectivement est vrai. Mais le mouvement du djihad islamique est un mouvement qui, historiquement, a une politique de diplomatie interne palestinienne très active. Et pendant toute la période des soulèvements arabes, jusqu'à maintenant, c'est quoi la politique du djihad islamique ? Et c'est comme ça qu'il s'en sort, et c'est comme ça qu'il a tiré sa carte dans ces soulèvements. C'est, lorsque je vois le Hamas et le Hezbollah se disputer, je travaille à la réconciliation au Hamas et au Hezbollah. Je ne travaille pas sur ça 2 semaines, 3 semaines, je travaille sur ça 1 mois, 2 mois, 2 ans, 3 ans. Et ils travaillent encore sur ça aujourd'hui. Lorsque le Fatah et le Hamas ont des problèmes, je travaille au dialogue entre le Fatah et le Hamas. Lorsque les services sécuritaires égyptiens ne veulent plus parler au Hamas, je travaille à faire discuter par des intermédiaires les services sécuritaires égyptiens avec le Hamas, etc., etc., etc. Ça a été un peu la manière assez intelligente du djihad islamique de se sortir un peu des polarisations internes palestiniennes. Donc maintenant, pour conclure, je ne sais pas si j'ai dépassé mon temps ou s'il me reste... Donc j'ai encore... je terminerai, si ça se trouve, même en avance. Il y a un dernier acteur que j'ai cité très rapidement. J'ai parlé de l'Alliance des forces palestiniennes. L'Alliance des forces palestiniennes, c'est les partis pro-régime syrien historiquement, composés du commandement général de Ahmed Jibril, composés du Fatah Intifada. Bon, là, je pense qu'il n'y a pas grand-chose à expliquer. C'est des partis qui ont toujours été fidèles au régime syrien, qui lui sont fidèles notamment depuis la guerre du Liban, depuis ce qu'on appelait la guerre des camps en 1983-1984. De ce point de vue-là, leur comportement en Syrie jusqu'à maintenant est assez cohérent. Ceci dit, là aussi, il faut garder quelques petites choses dans le viseur. Je disais que le Hamas a rompu avec Damas, qu'il a rompu avec ses partenaires palestiniens, mais lors de la crise de Yarmouk et lorsque les troupes de l'État islamique sont rentrées dans Yarmouk, il n'est pas inintéressant de voir que le Hamas a eu des contacts ou aurait eu des contacts avec le Front populaire commandement général, avec qui il s'est disputé. C'est-à-dire il a eu des contacts avec ce parti pro-syrien, lié au Mukhabarat syrien. Il a eu des contacts pour faire sortir ses combattants. Il a eu ces contacts parce que, comme j'ai dit, il y a 30 ans d'histoire qui les a liés, et il y a effectivement 2 ans qui les a séparés. Mais il ne faut jamais oublier, hein, dans le spectre politique palestinien et dans le champ politique palestinien, il y a toujours des contacts qui sont gardés. Donc, en conclusion, très rapide, si vraiment je veux schématiser, comme je vous l'ai dit, un Hamas qui a essayé de parier sur les révolutions arabes, un pari qui était pas stupide, qui avait une certaine crédibilité politique, une certaine logique politique, mais qui a échoué. Un Hamas qui va se retrouver isolé du fait de l'affaiblissement des frères musulmans et qui depuis prend un peu plus de distance vis-à-vis des conflits interarabes, qui essaye un peu de se rabibocher avec Téhéran et qui, comme beaucoup d'acteurs, observe la situation. Un Fatah qui finalement a traversé cette crise d'une manière plutôt correcte, en disant, je pense que le Fatah au début craignait d'être un peu atteint par les soulèvements arabes, dans le sens où une critique de l'autoritarisme c'était aussi susceptible de le toucher. Finalement, il s'en est pas si mal sorti. Il y a eu le rétablissement, il y a eu la chute de Mohamed Morsi en Égypte qui lui a quand même pas si mal profité. Il a réussi à se réconcilier, enfin avoir, disons, un véritable processus de réconciliation avec le régime syrien, avec qui il était quand même en brouille. Tout en se réconciliant avec le régime syrien, en envoyant des délégations à Téhéran, il rencontre le roi Salman en Arabie Saoudite et il garde ses relations avec les pays du Golfe. Donc on a un Fatah finalement, une espèce de parti Janus, un parti à double face, mais qui finalement a réussi aussi à tirer pas mal ses cartes. Et je l'ai dit, un mouvement du djihad islamique en Palestine qui a joué pour l'essentiel les diplomates. Conclusion de tout ça, moi j'ai juste 2 choses à dire. Il ne s'agit pas on peut tous avoir un jugement politique sur ce que les Palestiniens auraient pu faire, auraient dû soutenir, n'auraient pas dû soutenir, est-ce qu'ils auraient dû être neutres, est-ce qu'ils auraient dû participer au soulèvement syrien, est-ce que la gauche a trahi le peuple syrien, est-ce que le Hamas est allé trop loin dans son soutien à l'insurrection syrienne. On peut tous, avoir des jugements sur ça. Moi, tout ce que j'appelle, c'est d'avoir juste une réflexion historique sur les Palestiniens dans le monde arabe et sur, je dirais, ce que leur a coûté aussi historiquement
finalement leur investissement dans les affaires politiques arabes. Je veux dire, les Palestiniens ont été un acteur essentiel de la guerre civile libanaise, un acteur central. Ce n'est pas les Palestiniens qui ont provoqué la guerre civile libanaise, contrairement à ce qu'on entend parfois au Liban. Les Palestiniens ont combattu avec des Libanais aussi. Il y avait une alliance palestino-libanaise, donc ils n'ont pas provoqué cette guerre civile, ils ne l'ont pas fait tout seuls. Mais ils ont été pris dans cette guerre civile. Ils ont commis aussi des erreurs dans cette guerre civile. Ils ont reconnu ces erreurs. En 2005, il y a une lettre de l'ambassadeur de Palestine au Liban, Abbas Zaki, revenant un peu sur le bilan des Palestiniens au Liban, des erreurs qu'ils avaient pu faire aussi. Mais en tout cas, ce qu'on sait, c'est que leur participation à la guerre civile, lorsque la guerre civile se termine avec les accords de Taïf en 1989, les Palestiniens sont complètement plumés politiquement. Il ne leur reste strictement plus rien, même plus une direction politique, puisque depuis 1982, elle a quitté Beyrouth et qu'elle est à Tunis. On sait que la prise de parti pour Yasser Arafat, de Yasser Arafat pour Saddam Hussein en 1991, puisqu'en 1991, Yasser Arafat soutient Saddam Hussein contre les Américains et contre les Koweïtiens. Quoi qu'on pense de ce qu'il a dit, de ce qu'il a fait en faveur ou contre, est-ce que c'était bien ou pas de le faire? Le fait est que ça a coûté cher aussi aux Palestiniens, puisqu'à l'époque, plusieurs centaines de milliers de Palestiniens se sont fait expulser de Koweït. Les disputes avec Kadhafi en 1995 ont amené à l'expulsion de 30 000 Palestiniens de Libye. Donc les Palestiniens, souvent, quand ils ont été, je dirais, partie prenante, je ne vais pas dire ingérés, parce que je ne le pense pas comme une ingérence, mais lorsqu'ils se sont retrouvés pris finalement dans des conflits interarabes ou dans des guerres civiles ou dans des conflits régionaux ou dans des politiques des axes, ils en ont toujours payé un cher prix. Et c'est pour ça aussi que ce thème, des fois qu'on entend chez certains Palestiniens aujourd'hui de dire la neutralité, il faut un peu qu'on discute avec tout le monde. Il y a des gens qui disent c'est de l'opportunisme, mais en même temps c'est aussi une logique politique à laquelle ils sont parfois obligés de plier. D'où la figure très complexe historiquement. Moi je dis finalement ce que fait le Hamas aujourd'hui en discutant avec la Turquie, avec le Téhéran. Le Hamas, sur ça, c'est l'héritier de Yasser Arafat. Yasser Arafat, c'est quelqu'un, en 1979, il est à Téhéran, et il prend dans ses bras l'ayatollah Khomeini, et on titre dans les journaux libanais Liqa Faouratein, la rencontre des deux révolutions. Mais en 1983, Yasser Arafat s'allie avec Saddam Hussein et tourne le dos à l'Iran pour plein de raisons. Donc, on a toujours une politique palestinienne qui est très dépendante des contraintes extérieures, des acteurs extérieurs, et il y a une véritable complexité pour eux, je dirais, à prendre parti. Dernier mot sur le titre de cette conférence, La Palestine dans l'ombre des printemps arabes. Il y a eu un discours dans les milieux de la recherche, il y a eu un discours dans les milieux journalistiques, notamment en 2011-2012, un discours qui a été porté par ailleurs aussi par quelqu'un que j'aime beaucoup, qui n'est pas François Burgard, que j'aime beaucoup aussi, qui est Olivier Roy, qui est mon ancien directeur de thèse, qui a dit ça, et avec lui j'ai un véritable désaccord sur ça, et je lui ai dit, quand Olivier Roy disait la question palestinienne a été complètement marginalisée par les soulèvements arabes. Moi je disais c'était plus compliqué, elle a été mise, le terme dans l'ombre éventuellement est assez juste. Parce qu'effectivement, l'actualité palestinienne, aujourd'hui, n'est plus si importante. Il suffit de regarder les médias télévisés arabes, elle est plus si importante que l'actualité, je ne sais pas, syrienne ou yéménite ou d'autres. Donc, d'une certaine manière, elle est un peu sortie des écrans. Elle est revenue à intervalles irréguliers en juillet 2014, lorsqu'il y a eu l'offensive israélienne sur la bande de Gaza. Là, d'accord, elle est revenue. Mais elle est beaucoup moins, je dirais, là que ce qu'elle était au moment de la seconde intifada de septembre 2000, par exemple. Mais ceci dit, moi, il y a toujours quelque chose qui m'a fasciné, c'est la manière dont tous les acteurs politiques dans le monde arabe, qu'ils soient de l'opposition syrienne ou du régime syrien, qu'ils soient de Hezbollah ou des frères musulmans, tous essayent dans leurs discours, dans leurs médias, dans leurs journaux, à un moment, tous essayent de se prévaloir de la cause palestinienne en disant, grosso modo, plus palestinien que moi, tu meurs. Lorsque j'étais en Tunisie en 2011, moi j'ai suivi un peu le processus révolutionnaire tunisien parce que j'ai travaillé là-bas à cette période, j'étais absolument fasciné de voir que dans les manifestations, dans chaque manifestation de Narda, donc du mouvement islamiste, la question palestinienne était mise en avant avec des drapeaux. Et les opposants à Narda faisaient exactement la même chose. Et il y avait une concurrence sur la question palestinienne en disant, mais de toi ou de moi, de Narda ou du Front Populaire ou de Nida Tunis, qui est le plus palestinien? Moi, j'ai fait ça. Et vous retrouvez ça dans tous les pays arabes. La question palestinienne continue finalement, d'une certaine manière. Elle a été dans l'ombre, mais de ce point de vue-là, elle continue effectivement à avoir une certaine actualité. Il y a encore une actualité de la question palestinienne. Merci beaucoup, Nicolas.
de nous avoir permis d'entrevoir une partie de la richesse et de la complexité de la problématique pour faire une transition extrêmement simple et extrêmement rapide, enfin, qui est rapide si vous êtes français ou israélien, qui est très difficile si vous êtes palestinien. Je vous invite à faire 76,5 km, c'est-à-dire d'essayer de passer de Gaza à Jérusalem. Selon votre statut juridique, c'est facile ou ça l'est moins. C'est très restrictif de dire que nous allons voir maintenant la crise plus depuis Ramallah que depuis Gaza, mais c'est un petit peu quand même l'esprit dans lequel Xavier va maintenant nous éclairer. Merci François et merci Nico. J'ai bien conscience qu'il vous faudra une entracte avant de passer pendant une demi-heure à l'intérieur. Alors on va tout de suite effectivement préciser d'où on va parler. On va parler des petits bouts de confetti verts que vous voyez sur la dernière carte, et notamment ceux qui sont le plus à l'est, qui font la Cisjordanie, pour la simple et bonne raison que c'est là que j'ai résidé pendant 3 ans, et je serais beaucoup moins à l'aise pour vous parler de Gaza, en tout cas de son pouvoir, parce que je n'y ai pas vécu, et on ne peut pas y rentrer comme ça. Voilà, aujourd'hui, pour rentrer à Gaza, on est soumis soit à une autorisation qui n'est pas accordée par les Israéliens, soit à une autorisation qui n'est pas accordée par les Égyptiens. Donc le blackout qui règne sur Gaza nous empêche d'en parler avec la même familiarité, avec la même intimité qu'on peut parler des Palestiniens à l'extérieur, où j'ai eu la chance de pouvoir franchir cette frontière et d'arriver en Cisjordanie, ce qui n'est pas donné à quiconque a été palestinien avant 1948. Fin de la fermeture de la parenthèse pour vous dire d'où on va parler, et je vais revenir dans une première partie sur ce printemps palestinien dont on a dessiné très rapidement les contours, mais surtout pour vous expliquer pourquoi on peut manifester en 2011 pour la réconciliation, de quelle réconciliation on parle et à qui on s'adresse. Et puis après, on fera un détour sur la réalité de ce pouvoir palestinien, dont Nicolas a mentionné plusieurs fois la dimension autoritaire, sur laquelle je vais revenir. Et enfin, on aura une discussion qui permettra peut-être d'ouvrir à une discussion plus générale sur ce que les médias ont convenu d'appeler l'intifada des couteaux, les soulèvements depuis septembre dernier, mais qu'on va retracer, notamment à Jérusalem. Alors en printemps 2011, donc, dans la vague des printemps arabes, il y a des manifestations effectivement en Palestine pour demander la réunification. Alors la réunification, elle correspond à une réalité politique qui est celle des Palestiniens depuis 2006-2007. Il y a 2 micro-pouvoirs palestiniens en Palestine, dans la carte que vous voyez là. Donc sur le confetti d'en bas à gauche à Gaza, vous avez un pouvoir qui est dirigé par le Hamas, et les confettis de droite, la Cisjordanie, c'est le Fatah. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi on en est là? Un très 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 bref rappel historique, parce que je ne sais pas à quel point on est tous familiers de ces dates, mais en 93 signent Rabin et Arafat les accords d'Oslo. Bon, ils les signent à Washington, mais on les appelle Oslo, qui vont permettre l'édification d'un pouvoir autonome temporaire palestinien sur 22% de ce qui a été la Palestine avant 1948. Donc c'est le compromis historique du mouvement national palestinien, c'est d'accepter l'édification d'un pouvoir proprement palestinien sur ces 22%. Ces 22%, c'est ce que vous voyez sur la 3e carte, les zones vertes de Gaza et de Cisjordanie. Très brièvement pour les présenter, la première, c'est l'état de la Palestine avant la déclaration d'indépendance en mai 1948 d'Israël. La deuxième n'a jamais vu le jour, puisque c'était ce qui devait être l'État palestinien et l'État israélien d'après le plan de partage de l'ONU, mais celle-là n'a jamais eu d'autre existence que sur le papier. On est tout de suite passé à la 3e, entre 48, 49 et 67, donc en blanc Israël et en vert les territoires palestiniens. Alors Gaza était sous une espèce de tutelle égyptienne et la Cisjordanie était complètement intégrée au royaume hachémite de Jordanie, et puis la carte de droite, c'est celle qui fonde la réalité politique et géographique de la Palestine et d'Israël aujourd'hui, à savoir des territoires, donc Gaza qui est clôturé de l'extérieur et la Cisjordanie, on pourra y revenir, qui est très largement occupée. Voilà dans quel milieu politique on navigue. Et donc cette autorité palestinienne, que moi je rencontre en 2007-2008 pour la première fois, j'aurais dû aller la voir au musée. Elle aurait dû s'arrêter en 99-2000 et laisser la place à un État de Palestine. Et il ne vous a pas échappé que ce n'est pas le cas. Donc, en 93-94, Israéliens et Palestiniens se mettent d'accord pour créer un pouvoir de 5 ans
qui aura vocation à laisser la place à un État indépendant. Cette dernière étape n'est toujours pas arrivée. Et alors on est dans cette période de statu quo permanent qui ne marche pas depuis 2000. Ça fait 15 ans qu'on est face à une autorité nationale palestinienne qui ne devrait plus exister. En 2005, après la seconde intifada, Arafat meurt, de nouvelles élections présidentielles d'abord voient arriver Mahmoud Abbas au pouvoir, puis législative, et à la grande surprise des commentateurs de loin, voit le Hamas remporter la majorité des sièges. La réaction israélienne a été immédiate. On oublie qu'ils sont députés, on ne regarde que le fait qu'ils soient Hamas, et on les arrête, et on les met en prison. Donc il n'y a pas de parlement palestinien fonctionnel depuis ces élections, qui, et on peut le rappeler à la lumière ou à l'ombre des printemps arabes, étaient parmi les premières aussi librement organisées de la région. Voilà le message qu'on a envoyé aussi, et c'est peut-être une première piste de réflexion sur l'ombre des printemps arabes, c'est que voter c'est bien, mais c'est mieux de bien voter, parce que sinon vos députés finissent en prison. Alors, pour revenir un petit peu sur les relations Fatah-Hamas à ce moment-là, l'un des chefs de file des parlementaires Fatah s'écrie de fou de joie, maintenant nous sommes majoritaires, prenons le pouvoir. Et à peu de choses près, c'est ce qu'ils vont faire. Alors par tout un tas de techniques légales, le président, Mahmoud Abbas, va confisquer tout un tas de prérogatives qui auraient dû revenir au gouvernement, à ce moment-là dirigé par le Hamas. Donc il y a toute une succession entre 2006 et 2007 dont on ne fera pas ici la liste de gouvernements d'union nationale, puis dominés par le Hamas, puis d'union nationale. Et c'est une période pendant laquelle, et il faut s'attarder une seconde là-dessus, jouent un rôle très trouble deux acteurs, l'acteur états-unien et l'acteur européen. Alors pourquoi est-ce qu'il y a deux parents à cette autorité palestinienne depuis le début? Il y a les États-Unis qui ne s'intéressent qu'à son volet sécuritaire, et on y reviendra, et puis l'Union européenne qui, très largement, est le bailleur de fonds de cette autorité qui lui permet techniquement de payer ses fonctionnaires et donc de vivre. Et il est courant de dire qu'après l'élection de 2006, l'Union européenne cesse de payer. C'est tout à fait faux. Elle cesse d'envoyer son argent à l'autorité palestinienne, puisque le gouvernement est à ce moment-là Hamas, ou en tout cas dominé par ce parti. Elle met en place un mécanisme complètement illégal au regard de son propre droit, pour ne plus financer un pays par ses autorités officielles, mais par un parti. Donc l'argent arrive par des canaux un peu particuliers dans les poches du Fatah. Un an de guerre fratricide, on arrive à la coupure de 2007 où, alors on ne va pas refaire l'histoire, mais très très brièvement, le Hamas prend le pouvoir complètement sur la bande de Gaza, s'y replie, et l'autorité palestinienne Fatah règne sur la Cisjordanie. À l'heure actuelle, il y a un pouvoir reconnu, c'est le pouvoir de Mahmoud Abbas et de son gouvernement Fatah dans la Cisjordanie. Et il y a les restes de ce qu'ont été ces élections qui se trouvent à Gaza. Voilà pour la parenthèse, pour vous expliquer pourquoi, en 2011, on demande la réconciliation. C'est ces deux morceaux que le peuple palestinien veut essayer de recoller. Et Nico l'a dit tout à l'heure, il a dressé en tout cas l'image d'un Hamas qui s'identifie plutôt, à partir de 2011, aux demandes populaires arabes. Et moi, je dresse l'image d'un Fatah qui s'identifie plutôt aux autocrates qui ont été renversés en 2011. Et donc la réaction est instantanée. En 2011, on brise les manifestations, on brise les demandes d'unité. Ce qui n'empêche pas, et on a mentionné l'existence d'un énième accord ou d'un rappel du dernier accord il y a 2 semaines entre les deux grands partis, de tentatives, de mascarades, le plus souvent, de réconciliation entre ces deux partis. Depuis 2007 jusqu'à aujourd'hui, on est entre 8 et 10 accords de réconciliation. Alors c'est 4 accords différents avec des rappels tous les 6 mois, 1 an. Voilà. C'est ça l'état de fait aujourd'hui. Quand on est palestinien, on a effectivement 2 autorités qui n'ont plus la légitimité politique ou le minimum de légitimité démocratique. Le président a dépassé son mandat depuis plus de 5 ans. Le Parlement ne peut plus se réunir. Voilà, on en est aujourd'hui. Donc c'est pour ça, en 2011, qu'il y a une demande populaire de réconciliation. C'est-à-dire que quand on est palestinien, à ce moment-là, on ne demande pas la chute du régime, on demande à ce qu'il y en ait un régime. On demande à ce qu'il y ait un front commun qui puisse faire bouclier entre l'occupation israélienne et le peuple. Voilà la demande très très facilement résumée.
Et donc c'est un printemps où si printemps palestinien il y a eu, il est très très différent à ce moment-là, puisqu'il a bien conscience des erreurs, des errements et des dérives de ces deux pouvoirs. Donc encore une fois, je ne peux vous parler dans la connaissance fine que d'un des deux, c'est celui du Fatah. Mais il y a avant tout l'idée du front commun. Et c'est très important parce que ce qu'on peut peut-être voir aujourd'hui, c'est un changement de ce paradigme. En 2011, il y a l'idée on ne fait pas tomber l'autorité ou les autorités palestiniennes. Au contraire, on essaie de les renforcer. Alors, le gouvernement, donc les réprime, et très très vite, ce mot d'ordre va se diluer dans des conflits partisans. La période qui suit 2011 à aujourd'hui, 2011-2016, c'est toujours facile de parler de virage, mais c'est le renforcement autoritaire de l'autorité nationale palestinienne de Ramallah. Et on a tendance à dire il y a moins on a d'autorité, plus on a d'autoritarisme. Et donc quelque part, ce qui se passe entre 2011 et 2016, c'est une Palestine ou c'est une autorité palestinienne qui commence à ressembler de plus en plus au pouvoir ONI, tunisien, égyptien, qui ont été mis à mal en 2011. C'est ce qu'une journaliste palestinienne a appelé la sisiisation du pouvoir palestinien de Ramallah, c'est-à-dire la transformation de Mahmoud Abbas, non plus en l'héritier d'Arafat, mais en un autocrate à la Sisi. Alors on va revenir assez rapidement sur les modalités d'exercice de qu'est-ce que c'est qu'un pouvoir autoritaire, parce que finalement, la Palestine qui a pu, à certains égards, et Nicolas est revenu, être en avance sur plein de questions politiques, on a l'impression là qu'elle prend l'histoire de la région à rebours et qu'elle ne retient absolument pas la leçon de 2011. Au contraire, le Fatah semble mimer les pouvoirs qui sont tombés juste avant lui. Alors je vous ai expliqué qu'il n'y a pas de pouvoir législatif. Donc quand on n'a pas de pouvoir législatif, on gouverne avec l'exécutif. Donc c'est-à-dire que depuis qu'il est président, Abbas ne gouverne que par décret. Pour changer le code électoral, par exemple, pour nommer tel ou tel, pour passer toutes les lois, il n'y a plus de parlement. Ça, c'est une des premières caractéristiques très très fortes de ce pouvoir. Il n'est absolument pas adossé à quelconque contre-pouvoir législatif. Alors autant vous dire que le pouvoir judiciaire, qui serait le troisième pendant, est régulièrement éprouvé dans son indépendance au pouvoir. Et la dernière fois qu'il y a eu une manifestation d'un juge, de la part d'un juge de vouloir proclamer son indépendance, c'était en mars dernier, dans une grande querelle qui oppose le président actuel à un autre leader mis en exil, Dahlan. Le juge a déclaré, dans un procès extrêmement politique, que cet opposant de l'intérieur n'était pas reconnu coupable des faits qui lui étaient reprochés. Bien, il en a pris. Il est depuis sous la menace perpétuelle de perdre son poste. Et il le perdra à un moment ou à un autre, comme l'avocat qui a défendu Dahlan, comme tous les gens qui se sont approchés de près ou de loin de ce procès dont personne n'a parlé puisque les journalistes y étaient interdits. Fin de la parenthèse. Première donc, caractéristique du pouvoir autoritaire, il gouverne via l'exécutif. Deuxième caractéristique, il ne traite, ça peut faire écho à des choses qu'on voit ici, la question sociale que à la matraque. C'est-à-dire que c'est un gouvernement qui commence à prendre peur de son peuple. Donc quand on disait en 2011, les premiers manifestants se font taper dessus, c'est le cas tout le temps depuis. La dernière manifestation, enfin le dernier exemple de cette pratique de résolution des conflits sociaux, c'est passé là en ce moment, c'est manif des profs, tout ce qui est de plus classique en Palestine, pour obtenir pour la fonction publique de l'éducation nationale un meilleur traitement de salaire, paiement des salaires, des meilleures conditions de travail. Cette toute petite démarche est vécue depuis Ramallah comme une immense provocation, ou en tout cas comme ayant la capacité, pour vous dire à quel point ils sont sûrs de leur légitimité politique, à déstabiliser complètement le peu de pouvoir qu'ils ont. Et donc la police a été mise autour de Ramallah pour déporter les profs qui s'y approchaient et les renvoyer en dehors de la capitale. Mais ça n'a pas commencé en 2016. On a le souvenir en 2014, juste après une incursion de l'armée israélienne dans Ramallah. Pour vous dire à quel point le pouvoir est indépendant et autonome, il n'a aucun contrôle sur les incursions quotidiennes de l'armée israélienne. Suite à une incursion qui a fait plusieurs blessés et un mort, les jeunes de plusieurs quartiers populaires, le lendemain, décident de monter une manifestation qui irait
contre le palais présidentiel pour dénoncer le fait que la nuit durant, les policiers palestiniens aient protégé les militaires israéliens. Et à ce moment-là, ils reçoivent un appel très très clair. Approchez-vous de la Mokata, qui est le cœur du pouvoir palestinien, enfin le palais présidentiel, et on vous tire dessus à vue et à balles réelles. Aucun problème. Allez contre Beit El, qui est l'administration militaire israélienne, alors qui s'appelle civile mais qui est militaire, des territoires occupés, et on vous soutient, et on pourrait organiser après ça une rencontre pour discuter de vos problèmes sociaux, d'accès à l'emploi, etc. Autant vous dire que la manifestation a eu lieu à Beit El. Voilà comment le pouvoir palestinien traite les demandes les plus basiques qui sont formulées assez régulièrement à son encontre. Et je disais, c'est un pouvoir qui a donc peur de son peuple, c'est un pouvoir qui a fait le pari d'une atrophie sécuritaire. Alors cette atrophie sécuritaire, je le disais tout à l'heure, elle n'est pas simplement le fait des Palestiniens, elle est très très largement le fait de deux de ses partenaires, israéliens et américains. Israéliens pourquoi ? Parce que c'est la condition sine qua non pour la survie politique de cette chose qu'on appelle l'autorité palestinienne, que d'assurer non pas la sécurité de ses citoyens, parce qu'on pourrait y revenir, la question de citoyenneté palestinienne est vide de sens, mais elle assure la tranquillité maximum à l'occupation israélienne. Donc la police palestinienne n'a pas comme pour but premier d'assurer la sécurité et la protection des Palestiniens qui vivent sous son autorité, mais de faire en sorte qu'ils ne rencontrent pas violemment les différents secteurs israéliens qu'ils puissent connaître, c'est-à-dire quand on habite en Cisjordanie, ils sont très clairs, c'est l'armée et les colons. Et alors cette atrophie sécuritaire, très très largement sponsorisée par le proconsul américain à la sécurité, qui un temps a été le très très fameux général Dayton, qui aujourd'hui est un officier dont j'ai oublié le nom, mais on a un proconsul américain pour les territoires qui traite des questions de sécurité, de la collaboration sécuritaire entre l'autorité palestinienne et les Américains, qui se chargent de la fourniture du matériel et des entraînements. Et ça, on n'est pas du tout là dans les plans secrets, je veux dire, c'est accessible, c'est le matériel avec lequel on travaille tous les jours et ces gens existent. L'Union européenne assure une toute petite mission à côté qui est de la formation de la police à travers un corps qui s'appelle Leopold Corps, mais très très majoritairement la formation sécuritaire en Cisjordanie, c'est les Américains. Et donc ils ont cette vocation-là à assurer un maximum de protection aux Israéliens qui pourraient croiser leur chemin. Alors la folie s'est emparée de ce secteur sécuritaire qui aujourd'hui représente le bassin de recrutement privilégié des hommes politiques palestiniens de demain. Quand on essaie d'établir une réponse à la question « mais qui après Mahmoud Abbas ?», pratiquement tous les candidats qu'on nous mentionne viennent de ce milieu-là. Ce qui fait ressembler ce pouvoir-là, étrangement, à son voisin égyptien ou à son voisin syrien. Aujourd'hui, le pouvoir sécuritaire en Cisjordanie est tel qu'il y a un effet de concurrence entre 5 ou 6 corps militaires, policiers, de renseignement. Chacun a réussi à capter une part non négligeable des ressources des bailleurs de fonds pour l'aide à la construction des infrastructures de l'État, parce que c'était nécessaire, construire chacun une prison par gouvernorat. Voilà un peu la mécanique dans laquelle on est pris. Donc on est pris véritablement, du point de vue de Ramallah, vers une atrophie sécuritaire du pouvoir, au détriment de toute autre forme d'expression du politique. C'est pour moi la dernière caractéristique qui me permet d'avancer, il y en a d'autres, qu'on est vers non plus une dérive, mais vraiment un resserrement, c'est-à-dire quelque chose dans lequel on est ancré dans une direction autoritaire de ce pouvoir-là. Et il n'y a pas de raison de croire que ça ira autrement. Pour une simple et bonne raison, le jour où l'arène politique palestinienne s'ouvrira suffisamment selon des critères démocratiques basiques, ne serait-ce que la représentation parlementaire, elle devra traiter une demande politique qu'elle n'est incapable de faire, c'est-à-dire rompre les liens avec Israël. Aujourd'hui, la demande populaire minimum, ça serait de couper les liens sécuritaires et économiques avec Israël, et le jour où un dirigeant palestinien prend cette décision, l'existence même de l'autorité palestinienne est menacée dans la minute. Voilà pourquoi on est dans cet entre-deux qui ne peut pas tenir, où on a un pouvoir qui a de moins en moins d'autorité et qui, pour justifier son existence, a besoin d'être de plus en plus, et maintenir son existence, de plus en plus appel à des mesures autoritaires. Voilà à peu près l'état des lieux. Alors, qu'est-ce que ça change
par rapport à cette 6e, 3e intifada qu'on a vu apparaître, c'est que pour la première fois, on a l'impression que le tabou de s'en prendre à un pouvoir palestinien est en train de s'effriter. Alors Nicolas n'a pas eu le temps de le mentionner, mais on est tous les deux d'accord quand on en parle. Aucun parti, même d'opposition, ne demande la chute de l'autorité palestinienne. Aucun parti, Hamas, Djihad islamique, gauche palestinienne, et les secteurs non gouvernementaux du Fatah, parce qu'ils existent, aucun d'entre eux ne formule comme demande politique la destitution de l'autorité palestinienne. Appel à des élections, oui. Appel à changer la nature de son pouvoir, oui. Mais sa disparition, non. Alors, c'est pas ça que je remets en cause. Ce que je remets en cause, c'est qu'il y a un pouvoir qui a tellement cristallisé sur sa peur de voir des Palestiniens dans la rue, et une population qui n'est pas toujours dans la ligne des décisions politiques émises par les différents partis, qu'aujourd'hui les acteurs politiques palestiniens ont peur d'être la cible de leur propre population. Et c'est une nouveauté du point de vue palestinien, et c'est ce qui commence à les faire ressembler aux gouvernements qui sont tombés avant 2011. Ils ont peur de leur propre population. C'est ce qui explique la déportation de fonctionnaires de l'éducation en dehors de la capitale quand ils manifestent pour leur salaire. Ça explique tout un tas de traitements des questions sociales et politiques dans ce pays. Mais plus encore, ça nous renseigne sur 2 ou 3, alors je ne vais pas tirer de prospective sur ce qui se passe, mais on va essayer de revenir assez calmement sur les violences que l'on peut voir, ou disons celles dont on nous parle. S'il est entendu que les violences dans la région, dans cette grande carte, sont assez nombreuses, mais celles qui viennent frapper de plein fouet nos médias sont souvent celles qui sont commises, et statistiquement elles le sont beaucoup moins, par des Palestiniens. Et alors pour quiconque regarde un tout petit peu qui et où se déroulent ces violences, ce qu'on a appelé l'intifada des couteaux, donc pour ceux qui auraient été ailleurs pendant les quelques derniers mois, c'est ces attaques au couteau, ou au marteau, ou au tournevis, au ciseau, bref, à toute arme par destination, de jeunes Palestiniens sur des soldats, des colons et des civils israéliens, auxquels ont répondu des campagnes d'assassinats extrajudiciaires israéliens massifs, dont eux-mêmes reconnaissent que même pas 30% sont liés à ces assassinats. L'an passé, on a eu les mêmes manifestations de violence. Alors l'arme par destination à ce moment-là était la voiture. Il y a eu d'autres tentatives d'assassinat. On est face à quelque chose de cyclique, de manifestations assez cycliques de violence dans les territoires, mais plus généralement à Jérusalem. Et alors j'attire votre attention sur cette question-là. Elle dit une chose. Elle dit que c'est pas parce qu'à Jérusalem, les gens ont plus envie de se rebeller, et on va revenir très très rapidement sur qui sont les Palestiniens de Jérusalem, c'est qu'à Jérusalem, ils n'ont que Israël au-dessus de la tête. En Cisjordanie, ils ont et l'autorité militaire israélienne et les services sécuritaires palestiniens qui les tiennent. Donc, aussi paradoxal que ça puisse paraître, il y a plus de marge de manœuvre à Jérusalem-Est pour ce type d'acte de violence. Ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de tentative, eu d'assassinat en Cisjordanie. C'est-à-dire que le point de départ a été Jérusalem. Alors je vais dire un mot pour ceux qui ne les connaîtraient pas. Les Palestiniens de Jérusalem sont une des très très nombreuses catégories légales de Palestiniens créées par l'imbroglio de la colonisation. Ce sont des Palestiniens qui vivaient dans la partie est, qui vivent dans la partie est de Jérusalem, qui donc jusqu'en 67 étaient sous la tutelle hachémite jordanienne, et en 67 se retrouvent intégrés dans les territoires réoccupés par Israël, mais à la différence des autres territoires de la Cisjordanie, Jérusalem-Est est annexée. Alors c'est une annexion que le droit international et aucun pays ne reconnaît, mais c'est une annexion qui a été déclarée et enregistrée légalement par Israël. Et donc ils sont dans une situation très particulière, puisqu'ils ne sont pas palestiniens, ils ne sont pas israéliens, ils traînent 2 documents. Un passeport jordanien qui leur permet de circuler et une autorisation de résidence qu'ils peuvent perdre à tout moment. Donc ce sont des apatrides maintenus en l'état depuis 1967 et soumis à une autre réalité
que les Palestiniens de Gaza et que les Palestiniens de Cisjordanie. Alors, autre réalité, pas complètement, mais simplement, ils sont, eux, intégrés au quotidien dans une ville israélienne, sans en avoir le statut. Ce ne sont pas non plus les Palestiniens d'Israël. Et leurs conditions socio-économiques se sont profondément dégradées les 10 dernières années. Pour vous donner un chiffre qui résume, les Palestiniens contribuent à hauteur d'à peu près 30% à travers les impôts qu'ils payent au budget municipal de Jérusalem. Et leurs quartiers ne reçoivent environ que 3% des investissements d'infrastructures. Donc la différence entre leur part en tant que contribuable et en tant que récipiendaire des aides municipales est délirante. On est du 1 à 10. Voilà la population dont on parle quand on parle de ces jeunes qui se sont rebellés à Jérusalem-Est. Et je ne sais pas du tout s'il me reste 2 minutes. C'est bon. Donc c'est de chez eux que sont parties les dernières vagues de violence contre Israël. Et elles ont été un petit peu reprises en Cisjordanie. Et alors, les raisons qui font qu'on est face à un mouvement très très différent de l'intifada de 87 ou même de celle de 2000, elles sont très nombreuses et on ne va pas y revenir, mais simplement garder en tête que pour la première... 87, il n'y avait pas d'autorité palestinienne. 2000, il y en avait une. Et en 2000, la réaction de l'autorité palestinienne n'était pas la peur de ce qui se passait, mais à différents degrés, une forme de collusion, ou du moins de laisser faire. En 2015-2016, on est dans une configuration politique tout à fait différente, où le pouvoir palestinien non seulement réprime, mais le dit et l'affiche, toute tentative des Palestiniens de s'opposer, pacifiquement ou non, aux politiques israéliennes en cours dans les territoires occupés. Pourquoi ? Non pas parce qu'on pourrait le résumer très simplement comme ça, parce que c'est uniquement une courroie de transmission du pouvoir palestinien, mais surtout et avant tout parce que pour un souci propre de maintien de leur pouvoir, ils ont extraordinairement peur que ces manifestations de rue en viennent à les déstabiliser. Voilà pourquoi aujourd'hui, la principale force qui se dresse entre la population palestinienne et on mentionne au début les 3 régimes, l'un des régimes dont on pourrait demander non pas la chute, mais si on parlait du régime d'occupation, tout du moins le retrait, aujourd'hui, entre ce régime qu'on pourrait atteindre et les gens qui portent les revendications, on a une couche supplémentaire que l'on n'a pas ailleurs dans le monde arabe, qui est l'autorité autonome palestinienne. Et c'est puisqu'elle a, pour la première fois, accepté aussi franchement ce rôle de démarcation entre son peuple et l'autre autorité, qu'elle se sent particulièrement visée. Voilà pourquoi l'ombre des printemps arabes, vue depuis Ramallah, ça a été finalement un apprentissage à l'envers. Ça a été un durcissement autoritaire du pouvoir palestinien qui s'est accompagné, on ne va pas l'oublier, d'une poursuite de la colonisation israélienne, qui a été un peu, quelque part, l'absent, mais en même temps l'absent très présent des discussions qu'on a eues, parce que tout un tas de séries de questions se poseraient absolument pas de la même façon si le pouvoir israélien ne s'était pas lancé dans une fuite en avant de la colonisation des territoires occupés. Et c'est donc un pouvoir qui commence à ressembler méchamment au pouvoir qu'ils ont soutenu en 2011 et qui laisse à penser que le tabou qui jusque-là tenait la relation entre l'autorité, disons les formes de pouvoir palestinien et son peuple, sont en train de vaciller et que l'autorité palestinienne est en train de devenir une cible politique légitime des revendications, y compris les plus radicales, de sa population. Voilà, je conclus là-dessus en espérant avoir l'occasion, dans les questions qu'on va avoir, de revenir sur tout un tas d'éléments que j'aurais pu mentionner ou mal indiquer. Merci. Une fois n'est pas coutume, je vais céder à l'autosatisfaction. Moi, je croyais suivre de très près la crise palestinienne. J'ai beaucoup appris dans votre conférence et j'ai été fasciné de la proximité, du focus et évidemment du fait que cet angle-là ne nous est pas donné à comprendre si naturellement, si fréquemment dans les médias. Bon, c'était le quart d'heure autosatisfaction. Maintenant, on passe aux questions. Oui, madame. Je ne sais pas s'il y a un dispositif de micro. Il y a une époque où il y avait un micro-baladeur. Oui? Non? Je vous passe celui-là. Alors,
magnifique conférence, un des deux. Un ami palestinien de Jérusalem est venu à Marseille récemment pour expliquer la situation aux militants de la cause palestinienne. Et il n'a pas hésité à comparer Abbas à Pétain. Alors, je ne sais pas ce que vous pensez de cette comparaison. Bon, c'est ça. Et il a parlé d'une carte de séjour de 10 ans en tant que Palestinien de Jérusalem. Et alors, autre question, à l'autre conférencier. Certes, les dirigeants politiques sont plus palestiniens que les Palestiniens, mais les manifestations dans ce monde-là ne sont pas formidables. Après les massacres de Gaza, comparé aux manifestations européennes à Londres, aux États-Unis, en France, il n'y a rien eu en Égypte. Il y a eu quelques manifestants à Casablanca, peut-être, je ne sais pas. Alors, si vous avez des lumières là-dessus. Oui, ça, c'est une problématique intéressante, hein, bien sûr. Bon. Oui, on prend une série. Si on a un micro, j'en appelle aux organisateurs. Ça y est, c'est fait. Le micro est là. Oui, alors, des questions. Peut-être on prend plusieurs questions, à moins que le consensus soit absolu dans la salle. Et nous passons déjà. Oui. Pétain, Abbas, non, une autre question. Oui, merci. En fait, la question, c'est par rapport à la réaction de Hamas au début des révolutions. En fait, vous avez dit, en fait, Ismail Haniyeh, il a réagi en février 2012 pour dire, pas réagir d'une façon très, disons, violente contre le régime syrien. Quelle est votre analyse, en fait, par rapport à ça? Pourquoi, en fait, qu'est-ce qui a poussé Ismail Haniyeh ou tout le Hamas à réagir de la façon en cette période-là, quoi? Pourquoi il a attendu tout ça et pourquoi il a attendu tout ça et comment il a fait sa réaction, quoi? Merci. Ça marche, oui. Non, concernant la première question, en ce qui concerne les manifestations pour Gaza dans le monde en 2014, en ce qui concerne l'Égypte, la réponse est évidente. On manifeste beaucoup plus difficilement dans l'Égypte de Sisi qu'on manifestait dans l'Égypte de Morsi, voire même que dans celle de Moubarak. Je veux dire, le redressement autoritaire en Égypte aujourd'hui est un redressement autoritaire qui n'a... Je ne sais pas si le terme redressement a vraiment un sens, parce que la nature de l'autoritarisme n'est pas la même en Égypte aujourd'hui que celle même de Moubarak. Une contre-révolution, c'est pas une contre-révolution ou une restauration, c'est pas la reproduction d'un régime ancien. C'est une contre-révolution, une restauration produisent du nouveau et peut-être même un nouveau type de régime. Et concernant la question palestinienne, mais il y a plein d'autres questions en Égypte qui aujourd'hui où c'est très difficile de parler, quoi. Donc ça, bon voilà, c'est un peu sur cette question. Sur la seconde, pourquoi Ismail Haniyeh en février 2012, pourquoi précisément en février 2012? Parce que février 2012 aussi, c'est la période c'est l'hiver 2012, c'est la période où le conflit syrien, enfin où on commence à parler de conflit syrien justement et plus de soulèvement, et où les positions se polarisent, c'est-à-dire l'hiver 2012, c'est aussi la période où commence véritablement la dynamique de militarisation de l'insurrection, de répression de cette dynamique militaire, donc ce qui implique un autre type de répression que celle qui était utilisée avant. Donc on est déjà dans un autre step à l'époque, c'est-à-dire on est passé à une autre étape, et le Hamas effectivement est conduit finalement à prendre position sur ce qui se passe en Syrie, parce que la situation est beaucoup plus polarisée qu'elle ne l'était en mars 2011. Et ça vaut aussi de l'autre côté pour le Hezbollah. Le Hezbollah ne peut plus être en 2012, de son point de vue, dans une politique de dire bon, on va discuter un peu avec tout le monde, on va voir avec certains opposants si on peut avoir des discussions avec eux. Non, en février 2012, à partir du moment où ça se militarise et à partir du moment où la polarisation régionale devient très forte, le Hezbollah dit nous, on a une sphère d'alliance qui est l'alliance Téhéran-Damas, qui est une sphère qui est un accord tripartite qui existe et qui est officiel depuis 2008, depuis qu'il y a une réunion
réunion à l'époque entre Ahmadinejad, Bachar el-Assad et Nasrallah à Damas. Il y a un accord militaire, il y a un accord politique entre nous. On va respecter cet accord et on va rentrer dans la bataille. Le Hamas, lui, fait un autre choix. Comme je l'ai dit, il continue à faire son pari sur les révolutions arabes. En février 2012, il y a encore une dynamique de soulèvement, il y a encore des dynamiques démocratiques dans un certain nombre de pays. De son point de vue, tout n'est pas perdu. Il fait un pari, c'est-à-dire en s'engageant même militairement dans le conflit syrien. C'est un pari politique. Qu'il ait raté ou qu'il ait raté en l'occurrence là, c'est une chose. Mais à l'époque, il faut se remettre aussi dans le contexte de l'époque où il y avait tout un discours en février 2012 en disant le régime va bientôt chuter. C'était pas qu'un discours qui était tenu en France, c'était un discours qui pouvait être tenu dans des ambassades arabes, qui pouvait être tenu par des opposants syriens. C'est-à-dire, c'était un discours qui avait qui était concret. Je veux dire, on n'était pas dans la situation de 2016 aujourd'hui où on sait qu'il y a un certain nombre de choses qui sont pliées sur un certain nombre de fronts. Non, il y avait la possibilité à l'époque, y compris du point de vue de Hamas, de faire tomber le régime. Et je pense que le Hamas pensait sincèrement que le régime allait chuter d'une manière ou d'une autre, d'une manière militaire ou d'une manière combinée entre le militaire et le civil. Ce pari, je dis, il a mis 2 ans à comprendre que ça n'avait pas fonctionné, mais en 2012, il y avait une logique. Je veux dire, le régime, à l'époque, était plutôt dans une situation de recul, d'affaiblissement. La preuve, 1 an après, il est obligé aussi d'appeler au secours, d'appeler au secours entre guillemets, mais l'intervention militaire de Hezbollah, la forte intervention militaire de Hezbollah commence véritablement en juin 2013 avec la bataille de Qusayr, donc 1 an après, donc c'est-à-dire le régime est quand même dans une phase de recul. Donc le Hamas parie sur cette dynamique qui, à l'époque, de son point de vue, je répète, n'est pas illogique. Je vais répondre très rapidement aux questions, pas du tout polémiques. Sur la carte de séjour des Palestiniens de Jérusalem, alors, ce statut est un peu compliqué. Alors, elle n'est pas valable 10 ans, elle n'a pas de date de péremption, mais on peut la perdre très facilement, et notamment après une absence. Alors, le régime est variable, mais disons 7 ans. Et en fait, une absence de 7 ans, ça va très vite, parce que ça peut être, par exemple, un séjour d'études suivi d'une première offre d'emploi à l'étranger. Ça peut être aussi d'avoir quitté le domicile familial de Jérusalem à cause de la pression du prix de l'immobilier pour aller vivre plus loin. Et à ce moment-là, on ne peut plus justifier d'une habitation régulière à Jérusalem. Et enfin, il y a tout un tas de mesures qui sont prises qui visent à limiter, je crois, mais alors je ne voudrais pas dire une bêtise, qu'on est à 40 ou 50 000 cartes qui ont été retirées depuis 67. On parle d'une population de 250 à 300 000 personnes. Hein. Voilà. Alors, est-ce qu'Abbas est Pétain ? Indéniablement, dans la forme qu'a pris le pouvoir de l'autorité palestinienne et dans sa relation notamment à Israël, on peut trouver des ressemblances avec ce qu'il y a eu ici. Mais justice quand même à ce pauvre homme. Pétain a hérité d'un pays qui existait et qui était souverain avant. C'est pas Abbas qui a vendu la moitié de son territoire. Abbas a hérité d'un territoire qui était déjà occupé et qui n'a jamais été souverain. Voilà. C'est quand même une différence pour moi de fond. Et puis Abbas n'a jamais hérité d'un État fonctionnel. Pardon ? Il n'a jamais gagné de bataille ni de guerre. C'est vrai. Donc voilà, la comparaison est satisfaisante parfois pour caricaturer ce qu'est aujourd'hui l'autorité palestinienne. C'est pas simplement vouloir l'embellir, c'est aussi lui rendre justice de dire qu'elle n'a pas exercé tout à fait son pouvoir dans les conditions que on a connues ici pour le régime de Vichy. Et puis, dernière différence, il n'y a pas d'équivalent de la France libre en Palestine. Il n'y a pas un territoire qui recouperait 50% du territoire national qui serait libéré de force d'occupation. Voilà. Je n'ai pas compris pourquoi le gouvernement palestinien ne veut pas refaire d'élections et avoir un pouvoir législatif. Je m'y colle tout de suite. Alors officiellement, il veut. Ils ont organisé des élections une fois depuis, en 2012, parce que le Hamas allait les boycotter. Et donc ils savaient qu'ils allaient les gagner, et en plus ils les ont perdus. Mais ça, ils ne le disent pas. Ils les ont perdus au profit d'un tas de candidats indépendants, mais ils ont noyé les chiffres. Ça nous a pris des semaines de les dépouiller, sous plusieurs centaines de labels. Ils ne veulent pas les tenir pour une simple et bonne raison, c'est qu'il n'y a aucune pression des gens qui leur permettent de vivre, à savoir ceux qui les payent et ceux qui les légitiment, pour en organiser. Au contraire, toute organisation d'élection
représenterait un risque certain de voir d'autres candidats arriver au pouvoir. Voilà pourquoi aujourd'hui la question de la succession de Mahmoud Abbas, qui est, disons, fatigué, se pose. Et ce qui est intéressant, c'est que nullement en Palestine, ni à l'étranger chez ceux qui font vivre l'autorité, se pose la question de réorganiser des grandes élections présidentielles. Il est question de savoir comment on va désigner en amont un dauphin. Voilà le peu de respect dans lequel on tient, ici comme là-bas, l'idée démocratique. Aucune élection n'est prévue tant qu'elle risque d'amener au pouvoir des gens avec qui les pouvoirs en place, israéliens et les partenaires étrangers, ont envie de travailler. Bonsoir. Vraiment, oui. Bonsoir. Voilà, donc j'ai une question. Alors, à vous entendre, j'avoue que ma capacité de jugement a été un petit peu ébranlée. Et je prendrai un exemple, c'est aussi une question. En surfant sur le net, sur la question palestinienne, j'avais vu un article sur une milice composée de Palestiniens à Jérusalem et qui aurait comme fonction de pouvoir préserver toute rébellion ou toute manifestation pour préserver une espèce de paix mais israélienne. Alors moi j'avais mis ça à côté en disant tiens c'est de la manip, c'est une rumeur, mais on dirait qu'à vous entendre non, il y a véritablement il y a véritablement une sorte de volonté, quoi. Enfin voilà, je sais pas comment le caractériser. Et donc à vous entendre, je ne le classe plus en termes de rumeurs ni de manipulation. Alors qu'est-ce qu'il en est de ces histoires? Enfin, à titre d'exemple. Merci. Une question. Lors de la reconnaissance relativement récente de l'État palestinien, il y a eu des intellectuels qui ont écrit, qui ont dit que c'était plus la bonne idée. Et quand on voit la confétisation de la Cisjordanie, on peut l'imaginer, que la bonne idée serait qu'il y ait un État israélien qui serait laïque et qui regrouperait Palestiniens et Juifs. Est-ce qu'une telle idée extrêmement généreuse, intéressante, a un quelconque écho politique à la fois du côté du Hezbollah et du côté du Fatah? Le Hamas, pardon, excusez-moi. Je vais te laisser répondre à la rigueur sur la doctrine. Ouais, attends, peut-être une dernière là? Du coup, moi j'ai deux questions. Je vais commencer par la plus courte. Vous avez parlé de Dahlan. Est-ce que vous pouvez expliquer c'est qui et c'est quoi son rôle? Parce que je ne connaissais pas son prénom. Et du coup, ma deuxième question, c'est une réaction, un questionnement à ce qui a été dit, du coup, dans l'ombre du printemps arabe. Et je me demandais si la question palestinienne n'a pas toujours été dans l'ombre dans les pays arabes au final, parce que les manifs émotionnels, ils étaient acceptés par les régimes pour avoir un ennemi commun, pour qu'on ne puisse pas parler des problèmes sociaux dans ces pays-là, et qu'au final, tous les militants qui ont noué des réseaux politiques ou militants véridiques avec la cause palestinienne ont été arrêtés. C'est un peu pareil en France ou ailleurs, hein, d'ailleurs. Voilà, merci. Mais pour Dahlan, je suis vraiment intrigué. Ouais. Alors, je vais commencer par la question des milices, qui me semble procéder de l'amalgame entre deux phénomènes. Le premier sur lequel Nico pourra revenir, c'est celui de l'apparition des Mollahs Béton, qui n'ont pas du tout vocation à protéger Israël, bien au contraire. Donc c'est des groupes de jeunes plus ou moins organisés à Jérusalem. C'est peut-être ce à quoi faisait écho l'article. Ce que j'ai, c'est de ce que je vois moi, il n'y a pas de milicisation en faveur d'Israël. Il y a l'utilisation des corps très très officiels de l'autorité pour protéger les colonies et les soldats israéliens en Cisjordanie. C'est des gens qui agissent sous uniforme, tout un tas d'uniformes différents, mais pas du tout un phénomène milicien. Les milices, la dernière fois qu'on en a un petit peu parlé dans cette région, ont été vaguement opérantes. Alors il y a toujours
en tout cas pour les questions d'affichage, ça existe toujours, mais disons que globalement, ça a plus été l'actualité de la seconde intifada et qu'il y a eu majoritairement un phénomène de démilicisation qui n'est pas complètement opérant, mais qui a permis de capter une partie des armes et une partie des hommes des milices après la seconde intifada. Toujours pour la Cisjordanie. À Gaza, ça a été réglé beaucoup plus simplement que ça. Le Hamas, quand il a fait sa propre réforme de la sécurité en 2007, a rationalisé complètement ses effectifs en ayant une force d'opération spéciale, donc une force milicienne secrète à l'extérieur de son dispositif sécuritaire, et un dispositif sécuritaire qui tout à fait semblable à celui d'un autre État, qui gérait la question des frontières, de la sécurité publique, incendiaire, tout un tas de choses. Voilà, en fait, à Gaza, c'est beaucoup plus simple de comprendre la question sécuritaire à Gaza qu'en Cisjordanie. Dahlan. Alors Dahlan, on en parlait, c'est l'un des chefs sécuritaires palestiniens. C'est d'abord une figure populaire de la première intifada, donc en 87 à Gaza, enfermé par Israël, qui devient le responsable de la sécurité préventive, qui est l'un des grands corps sécuritaires palestiniens, sous Arafat, à Gaza. Et donc c'est l'un des artisans de la répression du Hamas à Gaza. Tout un tas d'épopées font qu'après 2007, il est absent en 2007 au moment où il y a les grandes batailles, les affrontements Fatah-Hamas dans la bande de Gaza, alors qu'il devrait y avoir joué un rôle crucial. Il est en Europe à ce moment-là pour une opération. Puis passe. Il est aujourd'hui considéré comme un ennemi de l'intérieur. Il a été mis au banc politique du Fatah et il s'est retrouvé exilé. Il est sous l'accusation d'un premier procès. Donc j'ai dit il a gagné un procès en corruption. Il avait perdu un procès en diffamation à l'encontre du président il y a 2 ou 3 ans. Donc il est sous le coup d'une peine de 2 ans de prison, me semble-t-il, s'il revenait en territoire palestinien. Il est aujourd'hui aux Émirats. C'est une éminence grise des Émiratis. C'est le conseiller politique du chef des Mukhabarat égyptiens. C'est un homme de grande influence qui a joué de son entre-gens dans la crise libyenne. Et c'est aussi l'heureux propriétaire de 2 passeports, serbe et macédonien ou monténégrin, pour son investissement dans l'industrie locale. Voilà. Le trafic d'armes. Aujourd'hui, il représente, parce que là, c'est le volet public du personnage, il représente aujourd'hui un leadership très difficile à mesurer. Son nom se prononce pas en Cisjordanie très facilement. Il n'empêche qu'il représente pour un certain nombre de personnes une option politique viable, et on lui reconnaîtra quand même un vrai talent de négociateur, puisque cet homme qui a pendant longtemps représenté pour le Hamas l'homme le plus néfaste à son encontre a réussi à lier un débat et une discussion avec eux il y a 1 an ou 2 dans l'espoir de revenir à Gaza. Voilà, donc il a une capacité surprenante à dépasser les clivages qu'il a lui-même créés et à s'imposer aujourd'hui comme l'une des rares figures politiques, avec Barghouti qui est un autre leader du Fatah emprisonné. C'est l'un des 2-3 non directement liés, vous voyez quand même qu'il a quand même un large passé sécuritaire, à la potentielle succession d'Abbas. Voilà. C'est l'obsession du président palestinien également. Mais on pourrait en parler pendant longtemps. Oui, je rajoute un élément sur Mohamed Dahlan, c'est qu'il est très présent dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban et qu'il divise le Fatah est très divisé au Liban. On parle souvent de la montée des groupes salafistes au Liban, qu'il y a des problèmes de sécurité dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban à cause des salafistes, des djihadistes, des islamistes. Mais une partie des problèmes sécuritaires viennent des combats inter-Fatah. Souvent, il y a des gens de Fatah qui se battent entre eux, ça arrive. Et il y a des petits leaders locaux dans certains camps qui reçoivent de l'argent de Mohamed Dahlan. D'autres leaders locaux sont affiliés au président Mahmoud Abbas. Donc tout ça a aussi des incidences, c'est-à-dire tout ce qu'a expliqué Xavier sur le jeu que Mohamed Dahlan a avec les Émirats et compagnie, a dans le Fatah, tout en sachant qu'il a été expulsé du Fatah en juin 2011. Donc officiellement, il est plus Fatah, mais c'est quand même un poids dans le parti. Tout ça a des conséquences aussi sur des populations, parce que ça fait, il existe des problèmes sécuritaires inter-Fatah dans les camps de réfugiés palestiniens du Liban liés à ce dossier Dahlan. Donc c'est quand même quelque chose d'extrêmement problématique, quoi.
Sinon, sur les autres questions, sur le type d'État, non, c'était ça ? Oui, l'hypothèse d'un État laïque, unique. Mais en fait, moi je pense que je suis en train de finir un ouvrage qui ne porte pas sur cette question, mais qui porte sur le mouvement national palestinien depuis 1993 et les grands débats stratégiques. Et moi-même, en travaillant cet ouvrage et en travaillant les chapitres sur la question de l'État, je me suis aperçu qu'en fait, il n'y a plus personne véritablement chez les Palestiniens n'a une réponse précise. C'est-à-dire, si on prend les partisans historiques d'un seul État, que ce soit un État socialiste ou islamique, le FPLP, la position officielle du FPLP, c'est un seul État, on est d'accord, hein, un seul État unique, démocratique sur toute la Palestine historique mandataire. La position de Hamas, c'est un seul État aussi. La position du djihad islamique, c'est un seul État. En fait, il y a beaucoup de partis palestiniens qui sont sur un seul État. Il ne faut pas l'oublier. La position de 2 États, en 1993, elle n'est pas majoritaire, contrairement à ce qu'on croit. Qu'importe. Sur tous les partis palestiniens qui aujourd'hui sont sur un seul État palestinien, sur toute la Palestine mandataire, aujourd'hui, malgré tout, ils disent... Nous acceptons, pour certains, par exemple pour le FPLP, la déclaration d'indépendance de 1988, déclaration d'indépendance palestinienne, qui mentionne les frontières de 67. Nous acceptons de participer à un gouvernement de l'Union nationale palestinienne si c'est un gouvernement d'union nationale. Donc de fait, on accepte quelque chose de facto qu'est l'autorité nationale palestinienne. C'est-à-dire, chez les partisans de l'État unique, il y a une acceptation des frontières de 67 d'une manière, alors eux vont dire c'est tactique, c'est-à-dire on accepte effectivement qu'il y ait 2 États ou 2 entités l'une à côté de l'autre pour une période, on verra. Le Hamas, lui, a conceptualisé ça et a proposé ça aux Israéliens, l'a proposé officiellement au point qu'il y a eu des rencontres entre les Israéliens et le Hamas à Genève, on l'oublie, en 2008 et 2009 avec Ahmed Youssef, conseiller de Hamas en Cisjordanie, conseiller de Ismaël Haniyeh, et une des grandes figures de Hamas en Cisjordanie. Il y a un document qui existe, qui ne parle pas seulement de Houdna, qui ne parle pas seulement de trêve sur les frontières de 67, mais où les Israéliens et certains délégués israéliens ont clairement décrit toutes les conditions de cette trêve et du travail qu'ils pourraient non pas faire ensemble, mais de comment ils pourraient cohabiter sans se reconnaître. C'est un peu disons que la stratégie de Hamas, c'est de dire l'autorité nationale palestinienne, l'OLP et le Fatah, vous avez voulu reconnaître Israël et vous n'avez pas eu d'État. Nous, on va adopter une autre stratégie. On ne va pas reconnaître Israël, mais on va leur proposer une sorte de cohabitation qui va nous permettre cette fois d'avoir un État. Donc, c'est-à-dire le Hamas a renversé un peu le raisonnement. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que tous ces partis qui étaient pour un seul État sur les frontières de la Palestine mandataire, ils acceptent malgré tout quelque part les frontières de 67. Mais les partisans historiques des frontières de 67, notamment une grande partie de Fatah, reconnaissent aujourd'hui que les frontières de 67 ne sont plus du tout viables. Il suffit de regarder la carte. L'État palestinien, où est-ce qu'on va le créer? Donc on est dans une situation très étrange où des gens qui croient en 67 n'y croient plus vraiment, des gens qui croient dans les frontières de 48 disent on peut quand même accepter un peu 67, et c'est ça un peu sur tous les dossiers. Tout à l'heure, Xavier parlait du rapport des partis palestiniens à l'autorité nationale palestinienne. Le djihad islamique palestinien, par exemple, il est officiellement... Il dit qu'il faut dissoudre l'autorité nationale palestinienne. Il dit l'autorité nationale palestinienne, c'est une catastrophe, il faut l'éliminer. Mais on ne peut pas l'éliminer comme ça. Donc, pour le moment, il faut la garder. Si on veut l'éliminer, il doit y avoir un consensus national palestinien entre tout le monde, ce qui est extrêmement difficile à faire. Donc, résultat, même les partis qui sont contre l'autorité nationale palestinienne disent on est obligé de composer avec elle. Et je peux donner des milliers de dossiers comme ça, où les choses ne sont plus aussi évidentes que dans le mouvement national palestinien des années 70-80. Je veux dire, il y a depuis les accords d'Oslo, avec l'autorité nationale palestinienne, avec un État qui a été rendu matériellement impossible, il suffit de regarder une carte, avec l'éclatement du mouvement national palestinien, avec la division Fatah-Hamas, tout un tas de débats stratégiques ont été remis en jeu et les choses ne sont pas si évidentes. Les partisans d'un État, les partisans de 2 États, c'est pas si évident qui est où. Les partisans de l'autorité, ceux qui sont contre l'autorité, c'est pas non plus si évident. Aujourd'hui, les choses sont assez brouillées et je pense qu'elles vont le rester pendant quelques années. Je vais rajouter 2 mots sur ces questions parce qu'il y en a un qui me fait bondir à chaque fois, c'est le terme laïc, comme si le laïc c'était l'israélien. Il faut voir aujourd'hui la démographie israélienne et le rapport de force qu'il y a entre tous des pans de la société israélienne qui sont pour le moins en faveur de tout sauf un État laïque. Alors c'est à la fois ceux qu'on voit dans les quartiers de Mea Sharim à Jérusalem, mais pas que. Je veux dire tout un pan des mouvements ultra-religieux israéliens. Je veux dire quand on parle laïcité dans la région, on a tendance un peu trop souvent à croire que l'ennemi de la laïcité, il est palestinien.
Ça, c'est une fin de parenthèse. La deuxième, c'est que pendant très très longtemps, on a taxé les partisans de l'État unique de grands rêveurs, et on leur opposait le pragmatisme des partisans des deux États. Alors, François Burgat a rappelé en introduction que la question de l'État palestinien était au cœur de mes recherches, mais ce n'est pas pour ça que je le fais exister à son insu. Vous voyez bien sur la dernière carte qu'il est quand même un petit peu difficile de lui donner ne serait-ce qu'une de ses caractéristiques, qui serait la continuité territoriale. Alors aujourd'hui, les pragmatiques, ils sont du côté de ceux qui veulent un État. Mais ceux qui veulent un État et ceux qui réfléchissent vraiment, ils ne sont pas à Ramallah, ils ne sont pas à Gaza, ils sont à Tel Aviv. Et c'est la droite israélienne qui a tout à fait conscience qu'un jour ou l'autre, il faudra gérer cette population et qui aujourd'hui, très très officiellement et très ouvertement, organise des débats sur comment assurer, c'est le Pasqua local, un découpage électoral qui nous préserve 65% des sièges à la Knesset. Si on y arrive, après tout, ça va nous demander un tout petit effort sur l'allocation des ressources, sur l'absorption d'une population dont on n'a pas vraiment envie d'imaginer l'existence, mais c'est toujours mieux que la plupart des compromis auxquels on nous demande de réfléchir. Et il faut voir l'exclusion de la bande de Gaza, c'est-à-dire l'enfermement derrière ces murs d'un quart, un tiers de la population palestinienne dans cette démarche-là. C'est-à-dire qu'on a isolé une partie du problème, le reste on peut l'absorber. Et aujourd'hui, on a de vrais débats dans la droite israélienne, mais pas la droite la plus dure, dans la droite de gouvernement, sur quel découpage électoral demain pour assurer une représentation israélo-israélienne à 65% dans la Knesset. Voilà où on en est de la question des deux États. Donc, qu'on a tendance trop souvent à les mettre dans le camp palestinien comme si c'est eux qui voulaient refuser l'idée même que l'Israélien puisse avoir un État. Aujourd'hui, il y en a quand même un des deux qui a un État. Sur l'autre, c'est les Israéliens. Et qui pensent et qui anticipent ce qui pourrait se passer demain, à savoir aucune raison de croire que subitement une marche arrière va être possible et qu'un État palestinien va apparaître. Et donc il reste, si on enlève la question de l'État, celle de la population. Et c'est sur cette question-là, de quel rapport entre la population palestinienne et l'éventuelle configuration politique qu'il y a, que les débats se passent. Et ceux qui ont la main là-dessus sont les Israéliens. Ce n'est pas les Palestiniens qui ont une capacité de proposer un gouvernement binational en ce moment. Voilà. Donc la question de État, un État, aujourd'hui elle tient à ça, pour moi. On va essayer de rester dans le cadre temporel qui nous est imparti, mais s'il y a une dernière question, on la prend. Sinon, pendant que vous cherchez, je vous rappelle que la prochaine fois qu'on se revoit, c'est une dame de l'université d'Alger qui s'appelle Louisa Driss Ait Hamadouche, qui viendra d'Alger, et Akram Belkaïd, qui est un journaliste indépendant que vous pouvez lire dans Le Monde diplomatique et dans Orient 21, qui viendra, lui, de Paris, et qu'on parlera de l'Algérie sous un angle, bien sûr, le prisme sécuritaire et politique que vous connaissez, mais aussi en insistant sur une variable qui est en train de prendre une place complètement envahissante, liée notamment à l'effondrement des cours du pétrole. C'est les défis économiques terribles que doit affronter le régime algérien dans les mois et les années à venir. Je crois qu'on va en rester là. Merci infiniment d'avoir été fidèles. À très très bientôt. Excusez-moi, j'avais une dernière question qui est peut-être pas la dernière question. Je suis là. Coucou. Wouhou. Voilà. Allez. Donc c'est peut-être pas l'objet de la réunion de ce soir. On a beaucoup appris, on vous remercie. Et vous êtes des experts, on n'en a pas souvent, donc je profite parce que quand on voit la carte, quand on vous écoute, on est assez désespérés, nous d'ici. Parce qu'on se dit, voilà, concrètement, comment les aider dans la concrétitude? Parce qu'on vient, on écoute, on apprend, on boycotte, on manifeste, c'est merveilleux, mais concrètement, il se profile quoi à l'horizon, quoi, pour eux, et comment on peut les soutenir, et comment on peut, nous, mettre une pression officielle ou pas. Enfin, je ne sais pas, mais le but aussi, c'est la libération, c'est la création. Alors, je sais que vous n'avez pas une réponse, il n'y a peut-être pas une réponse, il y a peut-être des solutions. Comment nous, d'ici, ou d'ailleurs, on peut les exploiter pour les soutenir et y arriver. Ils ont une réponse en une phrase, je le sais. Ouais. Non, c'est avec plaisir. C'est une soirée de questions faciles pour en discuter à côté de la conférence. Pas que je refuse la question, mais que je ne sais pas si c'est notre rôle. Nous, on fait passeur de tout un tas de propositions qui sont faites. Vous avez mentionné le boycott. C'est pas à nous de vous dire comment vous positionner. C'est à nous de vous rappeler que c'est le seul mouvement qui fait consensus. Voilà, qui fait consensus. Chez les Palestiniens, par exemple.
Nous, on n'est pas... Enfin, je ne sais pas si Nico a envie de se prêter à ce jeu-là. On peut simplement venir rappeler ce qui est demandé de Palestine, et c'est très très simple, c'est de garder un œil attentif à ce qui s'y passe et de les accompagner pour ceux qui veulent dans le mouvement qu'ils ont décidé collectivement d'embrasser, qu'on a appelé BDS aujourd'hui. C'est à peu près ce qui fait consensus, j'imagine, chez eux. Bravo. Ça allait, ouais.